Imaginez un monde complètement différent de celui auquel nous sommes habitués. C'était l'époque des géants, où les gratte-ciel étaient remplacés par des organismes vivants qui perçaient le ciel. Leurs couronnes massives cachaient le soleil, plongeant la terre dans la pénombre, et leurs troncs s'élevaient à des kilomètres de hauteur. Les baobabs et les séquoias à côté d'eux auraient semblé être de minuscules arbustes. Nous considérons les forêts comme un environnement naturel. Mais que se passerait-il si les arbres modernes n'étaient qu'une petite partie par rapport à ceux de l'Antiquité? Observez attentivement les chaînes de montagnes, les canyons et les rochers inhabituels. La science appelle cela une création de la nature. Peut-être ne s'agit-il pas simplement de rochers, mais des restes fossilisés de la végétation qui recouvrait autrefois la planète entière. Les faits soulèvent une question effrayante. Qu'est-il arrivé à ces arbres gigantesques et qui les a détruits? Dans notre enquête, nous tenterons de percer le voile de l'histoire et de voir la Terre telle qu'elle était avant le cataclysme mondial. Imaginez une époque où la planète ressemblait à un organisme unique en pleine floraison. Des créatures géantes s'élevaient dans l'atmosphère, créant leur propre microclimat. La science traditionnelle explique le relief de la planète par le mouvement des plaques tectoniques et l'érosion. Cependant, les chercheurs sont de plus en plus souvent confrontés à d'étranges incohérences. Les images montrent clairement des traces d'événements qui ressemblent davantage à une destruction délibérée qu'à des processus naturels. Lorsque nous voyons des images d'explosions destructrices provenant des profondeurs de la croûte planétaire, nous avons devant nous le tableau complet d'un cataclysme mondial. La Terre s'est fracturée en morceaux, créant des canyons profonds et des fissures géantes que nous considérons aujourd'hui comme des merveilles naturelles. Une fois la poussière retombée, le monde était méconnaissable. À la place des forêts majestueuses, il ne restait que des terres brûlées et d'étranges formations rocheuses qui, lorsqu'on les examine attentivement, choquent même les spécialistes. Une colline isolée, s'élevant au milieu du désert, ressemble étrangement, lorsqu'on l'observe attentivement, à un tronc géant coupé par une force inconnue. Sur les photos de ces objets, on voit clairement des motifs presque identiques aux fibres du bois, mais transformés en pierre. En regardant les montagnes massives avec des cratères situés au cœur des espaces désertiques, on peut douter de leur origine volcanique. Les immenses dépressions et fosses que l'on rencontre souvent ont une forme ronde parfaite, ce qui n'est pas typique d'une éruption chaotique de magma. En comparant la structure d'un tel trou rempli de débris rocheux à la macrophotographie d'une coupe d'arbre ordinaire, on constate une similitude frappante entre les lignes géométriques. Une telle précision dans les motifs fractales répétitifs créés par la nature est peu probable sans base biologique. Un exemple frappant est l'œil du Sahara. Si l'on superpose sa photo à une coupe d'un chêne ancien, la structure stratifiée et les anneaux annuels coïncident. Cela nous amène à repenser les fosses dans les déserts. Nous y voyons non pas des couches géologiques, mais les restes fossilisés d'organismes qui tiraient leurs nutriments des profondeurs de la Terre. Aujourd'hui, ces restes se sont transformés en systèmes montagneux entiers. Les rochers recouverts de végétation conservent des formes hexagonales, typiques de la structure cellulaire des plantes. Les plateaux plats semblent avoir été travaillés à la surface par un outil géant. La ressemblance des montagnes avec une coupe rappelle le déboisement industriel. Les montagnes que nous voyons dans la jungle ne sont que les vestiges d'une grande forêt. Il convient de prêter une attention particulière à la structure des racines qui s'enfoncent à des dizaines de kilomètres dans les profondeurs de la planète. Ce que les géologues appellent des veines magmatiques ou des failles tectoniques révèlent, à y regarder de plus près, la précision anatomique du système conducteur de plantes géantes. Ces voies biologiques alimentaient autrefois toute la surface de la Terre en énergie, générant une pression d'oxygène excessive et permettant à tous les êtres vivants de croître jusqu'à atteindre des tailles incroyables. La disparition de ces arbres a entraîné la mort de tout un écosystème, ne laissant derrière elle que des monuments de granit et de basalte silencieux que nous considérons à tort comme des montagnes. Notre chemin vers la vérité commence par l'étude de chaque protubérance et de chaque fissure à la surface de notre planète. Pour comprendre comment de puissants arbres vivants se transforment en pierre,
Il suffit d'observer le monde qui nous entoure. Bien que la science propose ses propres explications, la ressemblance visuelle de certaines roches avec des formes organiques frappe l'imagination. Le mécanisme est simple. Un arbre qui se retrouve dans l'eau ou le sable, sans accès à l'air, ne pourrit pas, mais se sature progressivement de minéraux. Il se transforme alors littéralement en pierre, en conservant tous les détails de son écorce et de son cœur. Imaginez que cela se soit produit non pas avec une branche isolée, mais avec la planète entière. Il existe dans le monde des montagnes étranges, composées de hauts piliers de pierre. Les piliers ont une forme hexagonale et sont très proches les uns des autres. De telles formes régulières sont rares dans la nature, mais on les trouve couramment dans le monde végétal. Si l'on prend une tige de céleri et que l'on examine sa coupe au microscope, on peut voir exactement les mêmes alvéoles hexagonales. Il s'avère que ces immenses montagnes ne sont pas de la lave solidifiée, mais les restes de tiges ou de troncs géants qui se sont transformés en pierre. La lave volcanique ne forme pas de colonnes régulières, elle coule toujours en une masse désordonnée et se solidifie sous des formes aléatoires. Il est inconcevable que le feu provenant des entrailles de la Terre ait pu créer une figure géométrique parfaite, atteignant des centaines de mètres de hauteur. Cela ressemble davantage aux fibres d'un organisme vivant qui aurait subi de violents chocs ou une exposition à des températures élevées. Mais une question se pose. Où sont donc passées les branches et les feuilles de ces géants de plusieurs kilomètres de haut? Si les montagnes ne sont que des souches, elles devraient produire une quantité énorme de déchets. Et si nous regardons le sol sous nos pieds, nous trouverons la réponse. Presque toute la surface de notre planète est recouverte de sable, d'argile et de petits cailloux. On nous explique que c'est le résultat de l'action du vent pendant des millions d'années. Mais que se passerait-il si ce n'était que les restes broyés de ces forêts anciennes? Tout ce qui nous entoure ressemble à un gigantesque chantier ou à un site d'exploitation minière. Le monde semble avoir été balayé par un puissant bulldozer. Regardez les carrières ordinaires où l'on extrait du charbon ou des gravats. Ils ressemblent à d'énormes escaliers s'enfonçant profondément dans la croûte terrestre. Maintenant, regardez les célèbres canyons ou les grandes montagnes au sommet plat. Ils ont eux aussi ces mêmes marches. On a l'impression que quelqu'un d'énorme a arraché des couches entières de la Terre, emportant tout ce qui avait de la valeur. Certains chercheurs émettent une hypothèse audacieuse. Dans l'Antiquité, la Terre aurait pu faire l'objet d'une exploitation industrielle par d'autres civilisations. Pour ces arbres géants, ils n'étaient que du combustible ou des matières premières qui ont été emportées, ne nous laissant que des souches et des montagnes de déchets. Dans les contes et légendes les plus anciens de chaque peuple, on trouve des histoires sur l'arbre du monde. Les peuples qui vivaient il y a des milliers d'années dans différentes parties du globe et qui n'avaient pas la possibilité de communiquer entre eux, représentaient pour une raison quelconque des plantes géantes s'élevant vers le ciel. Dans ces légendes, l'arbre est souvent appelé l'axe du monde, ou le pilier sur lequel repose le firmament. Les Scandinaves, par exemple, croyaient en un frêne géant, Yggdrasil, dont les racines s'enfonçaient profondément dans la terre et dont les branches soutenaient des mondes entiers. Les légendes slaves mentionnent un chêne géant sur l'île de Boujan, qui reliait le monde des hommes à celui des dieux. Une image similaire d'un arbre central dont la vie était étroitement liée à celle de la planète entière se retrouve dans les anciens livres des peuples orientaux et dans la mythologie des Indiens d'Amérique. Peut-être ces légendes ne sont-elles pas de simples inventions, mais le véritable souvenir de l'humanité d'une époque révolue, où le monde était densément couvert de forêts et saturé d'oxygène. Nos ancêtres ont vu de leurs propres yeux ces couronnes centenaires et ont transmis ces informations de génération en génération. Légende raconte souvent que le grand arbre a été détruit ou a péri au cours d'une bataille féroce entre les forces supérieures. Si l'on met de côté le mysticisme et que l'on regarde ces histoires d'un point de vue moderne, on voit la description d'un processus technologique conduisant à la destruction des principales ressources de la planète. De nombreux mythes racontent qu'après la chute de l'arbre, une longue période de ténèbres et de froid s'est installée,
et que la Terre a tremblé sous les coups d'une force incroyable. Cette description ressemble beaucoup aux conséquences d'un cataclysme mondial provoqué par la chute d'un tronc d'une hauteur de plusieurs dizaines de kilomètres. La mémoire de l'humanité a conservé des récits de tels événements qui parlent de géants et de dieux capables de modifier le paysage à leur guise. Cependant, si nous regardons aujourd'hui les immenses montagnes au sommet plat, nous voyons que les légendes ne reflètent pas la magie, mais l'action d'outils puissants. Ceux qui sont venus sur Terre pour ces ressources n'ont pas épargné ces tours vivantes et les ont détruites à la racine. Il est intéressant de noter que dans pratiquement toutes les cultures du monde, l'arbre est considéré comme un symbole sacré de la vie. Les gens sont instinctivement attirés par la forêt et y trouvent la paix, même si les arbres modernes ne sont que de petites copies des géants qui poussaient autrefois. Peut-être cette attirance s'explique-t-elle par le fait que notre organisme conserve, au niveau génétique, le souvenir d'une époque où la planète était un jardin fleuri sans fin. Nous construisons des maisons en bois et considérons ce matériau comme le plus confortable, car autrefois, toute la civilisation était protégée par les puissantes canopées des arbres. Aujourd'hui, il ne reste de ces géants que des vestiges de pierre que nous appelons des rochers. Mais les légendes anciennes gardent le souvenir de la grandeur de ce monde avant l'apparition des bûcherons à l'échelle planétaire. Nous avons tendance à considérer les contes comme des inventions enfantines, mais si l'on regarde le mont Roraima ou la tour du diable, on comprend clairement que les mythes disaient vrai. L'arbre du monde était une réalité, et sa disparition a marqué le début de notre ère actuelle, celle du monde de pierre et de sable. Regardez les déserts. Ce sont des millions de kilomètres de sable. Il est difficile d'imaginer comment des rochers ordinaires ont pu se transformer en un tel sable sans intervention extérieure. Il existe une théorie inhabituelle qui suggère que le sable des déserts peut se former non seulement à la suite de l'érosion des montagnes, mais aussi à partir d'autres sources. Selon les scientifiques, certaines montagnes ressemblent dans leur structure à des terrils, des dépôts de roches excavés. Même aujourd'hui, on peut observer des phénomènes étranges. À certains endroits, les montagnes s'étendent en ligne droite sur d'énormes distances. On nous explique cela par le fait que la Terre s'est déplacée. Mais imaginez qu'il s'agisse d'un tronc d'arbre tombé. Si l'arbre avait 10 km de haut, sa chute aurait créé une longue crête rocheuse. Beaucoup de ces montagnes ont des sommets complètement plats. Ni le vent ni la pluie ne sont capables de former des coupes aussi régulières. Ils rendent généralement tout arrondi ou courbé. Le sommet de la montagne, plat comme un scalp, est la trace d'une scie géante ou d'un autre outil similaire. Nous avons peur d'imaginer que quelqu'un ait pu traiter notre planète avec autant d'indifférence et de brutalité qu'un bûcheron traite un bois ordinaire. Nous ne sommes probablement pas les seuls à avoir jamais habité ici. Avant nous, quelqu'un d'autre possédait le pouvoir de détruire des forêts entières et de modifier l'apparence des continents. Pour eux, ces arbres géants n'étaient que de la nourriture ou du combustible. Lorsque les réserves forestières se sont épuisées, ils sont partis ou ont disparu, nous laissant parmi d'énormes souches que nous avons désormais baptisées de beaux noms et que nous considérons comme des curiosités naturelles. Dans la prochaine partie de notre étude, nous tenterons de retrouver les traces de la technologie qui a été utilisée dans ce processus grandiose, et nous examinerons les immenses fosses laissées sur Terre par l'extraction des minéraux. Pour évaluer l'ampleur de ce qui s'est passé, prêtez attention à ce que les géologues modernes appellent des carrières et des mines à ciel ouvert. Si vous avez déjà vu l'extraction de charbon ou de minerais de fer à grande échelle, vous reconnaîtrez immédiatement cette trace à la surface de notre planète. D'énormes cuvettes en gradins, s'enfonçant à des centaines de mètres dans le sol, sont créées par de puissantes excavatrices rotatives. Elles découpent la roche en couches régulières, laissant derrière elles d'impressionnantes terrasses. En regardant le Grand Canyon, on voit clairement la marque laissée par l'exploitation industrielle de la planète. Ces terrasses ressemblent étonnamment à des carrières en gradins, où la technologie moderne découpe la roche en couches régulières. Ce n'est pas le résultat de l'érosion hydrique, mais la preuve d'une extraction massive de ressources dans un passé lointain.
Nous vivons sur une planète qui, dans un passé lointain, a été littéralement mise en pièces. Les arbres de plusieurs kilomètres de haut n'étaient pas seulement une décoration du paysage, ils faisaient partie d'un système biologique grandiose qui accumulait des éléments précieux. Ceux qui sont venus ici pour exploiter les ressources ont utilisé des techniques dont la puissance dépasse l'imagination. Ils ont exploité les couches terrestres ainsi que ces forêts, ne laissant derrière eux que des montagnes de roches vides. En regardant la carte de n'importe quel désert à vol d'oiseau, vous verrez des traces inhabituelles s'étendant sur des centaines de kilomètres. Elles ressemblent à des ornières laissées par des roues ou des chenilles géantes qui ont profondément enfoncé le sol. Ces traces ne disparaissent pas pendant des millénaires, car la pression avec laquelle elles ont été formées a radicalement modifié la structure de la roche en dessous. De nombreuses montagnes que nous considérons comme naturelles sont en fait des dépôts de terre excavés, appelés terrils dans l'industrie minière. Lors de l'extraction des minéraux, la terre inutile est déversée en énormes tas. Avec le temps, ces tas sont recouverts d'herbes et de forêts, ressemblant ainsi à des collines et des élévations ordinaires. Cependant, en creusant plus profondément dans ces montagnes, on découvre un mélange inhabituel de roches qui ne se trouve pas à proximité dans la nature. Cet amas chaotique de pierres, d'argile et de sable, jetés en un seul tas, voilà à quoi ressemblent de nombreuses chaînes de montagnes si l'on enlève leurs couches fertiles. Nous prenons pour la splendeur de la nature les déchets de production habituels qui restent après un nettoyage global. Les montagnes tabulaires, telles que la célèbre Roraima, en sont la preuve définitive. Leurs sommets parfaitement plats ne sont pas le résultat de processus naturels aléatoires, mais la conséquence du déboisement de tours vivantes. La structure de la roche conserve encore aujourd'hui le dessin des fibres du bois que l'on peut observer en y regardant de plus près. Pour créer une surface aussi plane, d'une taille de plusieurs dizaines de kilomètres à une telle altitude, il a fallu une force ciblée. L'étude détaillée des roches de ces montagnes montre qu'elles ne sont pas constituées de pierres ordinaires, mais d'un matériau qui ressemble étonnamment à des fibres de bois fossilisées. La comparaison d'une microphotographie d'une coupe d'un arbre ordinaire avec la structure de la roche au sommet du Roraima révèle une similitude effrayante. Il ne s'agit pas d'une montagne au sens traditionnel du terme, mais d'une souche d'arbres géants, enracinée à 1 kilomètre de profondeur, qui a été abattue à sa base. Des milliers de souches de ce type sont disséminées à travers le monde. Certaines s'élèvent seules au milieu des déserts, d'autres forment des rangées entières. La précision géométrique de la tour du diable détruit complètement le mythe de l'origine volcanique. Ces colonnes hexagonales ne sont pas le produit de la magma, mais des faisceaux de fibres végétales transformées en pierre. Chaque colonne était autrefois parcourue par l'énergie d'un organisme gigantesque. Elle servait de canal vivant à sa circulation. La grandeur de ce système est impressionnante. Avec un diamètre de souche de 300 mètres, la hauteur de l'arbre lui-même pouvait atteindre 10 ou 20 km. La chute de ces géants a changé l'apparence de continents entiers. Un choc d'une telle ampleur provoquait des tremblements de terre et des tsunamis catastrophiques qui détruisaient tout sur leur passage. Ce sont peut-être ces événements destructeurs qui ont donné naissance aux légendes du déluge universel. D'énormes masses d'eau, mélangées à de la boue et à des débris de forêts de silicium, se sont répandues sur la planète, recouvrant tout ce qui vivait d'une épaisse couche de sédiments. Ce que nous considérons aujourd'hui comme une couche fertile de terre est en fait les restes décomposés de cette ancienne biomasse. Nos villes sont construites sur les lieux de sépulture des géants, et nous ne soupçonnons même pas que sous nos pieds se cachent les vestiges d'une civilisation qui nous surpassait en grandeur. Les carrières et les mines modernes ressemblent à des bacs à sable pour enfants par rapport à ce qui se faisait dans le passé. Nous ne faisons que ramasser les restes laissés par ceux qui ont extrait les principales richesses de la Terre. Ces profondes dépressions que nous appelons cratères ou lacs de forme régulière sont souvent les traces d'une extraction ponctuelle de minéraux précieux. Quelqu'un savait exactement où se trouvaient les éléments nécessaires et les a extraits, laissant des espaces vides dans la croûte terrestre. C'est pourquoi beaucoup de ces lacs n'ont pas d'affluents, mais restent toujours remplis d'eau.
Ils ont ouvert des aquifères profonds qui alimentaient auparavant en eau les racines d'arbres géants atteignant 1 kilomètre de hauteur. Il nous reste encore beaucoup à apprendre pour comprendre comment fonctionnait ce système. Cependant, il est déjà évident que l'histoire officielle de la Terre est une simplification considérable. Nous ne voyons pas la forêt derrière les arbres, nous ne remarquons pas les grandes images. Nous prenons des détails isolés pour un tout, des souches pour des montagnes, de la sueur pour du sable du désert. Mais il suffit de changer l'échelle de notre perception pour voir apparaître devant nous l'image à la fois effrayante et majestueuse d'une planète mine. Dans la partie suivante, nous tenterons de déterminer quelles forces ont pu être responsables de ces processus et quelle était leur motivation pour détruire le monde vivant de la Terre, le transformant en un désert de pierre sans vie. Pour comprendre les raisons de la disparition de ces géants, il ne faut pas se limiter à l'aspect technique du problème. Il est possible que la nature de ces objets ait été plus complexe que du simple bois ou de la pierre. Des textes anciens mentionnent l'arbre du monde, qui n'était peut-être pas une plante ordinaire, mais un récepteur d'énergie vivant, reliant différentes couches de l'atmosphère. Ces arbres, qui atteignaient 1 kilomètre de hauteur, agissaient comme d'énormes antennes naturelles. De puissants courants électriques circulaient dans leurs troncs, fournissant de l'énergie à toute la planète et générant un champ protecteur autour d'elle. Grâce à cela, la vie s'épanouissait sous leur cime à une échelle qui nous semble aujourd'hui incroyable. On raconte que la disparition de ces forêts était due non seulement à la déforestation, mais aussi à un changement global de l'équilibre énergétique de la Terre. La destruction ou la transformation en pierre de la majeure partie de ces antennes biologiques a entraîné un affaiblissement du dôme protecteur de la planète. En conséquence, des rayons cosmiques intenses, dont nous étions auparavant protégés par le réseau vivant d'arbres géants, ont commencé à pénétrer sur Terre. Le monde est devenu plus agressif et les créatures qui l'habitaient ont commencé à diminuer en taille. Les montagnes que nous observons aujourd'hui ne sont pas simplement des rochers ou des amoncellements de roches. Ce sont en quelque sorte des accumulateurs figés qui conservent en eux les rayonnements résiduels des temps anciens. Certaines personnes remarquent que près de certaines montagnes, le temps s'écoule de manière inhabituelle ou que des phénomènes sonores étranges se produisent. Les géologues expliquent cela par des anomalies magnétiques. Cependant, si l'on observe la structure des colonnes hexagonales, on constate qu'elles constituent un guide d'ondes idéal. Ces piliers de pierre, qui composent de nombreux rochers, pouvaient servir à transmettre des informations et de l'énergie sur de longues distances. Lorsqu'ils étaient vivants, l'arbre vibrait à une certaine fréquence, créant une harmonie dans tout le monde environnant. Bien que ces structures se soient transformées en pierre et se soient tues, leur forme continue d'influencer l'espace environnant. Remarquez les lieux dits « lieux de pouvoir » situés à travers le monde. Presque tous se trouvent soit sur des sommets élevés et plats, soit à proximité de formations rocheuses inhabituelles. Au fil des siècles, les gens ont instinctivement été attirés par ces sites, sentant la présence de quelque chose de grand et d'important. Nous les qualifions de sacrés, nous y construisons des temples ou des autels. Mais en réalité, nous cherchons à nous connecter à l'ancien réseau qui reliait autrefois toute la planète en un tout. Dans le désert, un rocher isolé ou un promontoire inhabituel dans la forêt peuvent servir de nœud d'un système abandonné depuis longtemps, qui offrait autrefois l'immortalité et une force infinie aux anciens habitants de la Terre. Il est remarquable que le processus de transformation des tissus vivants en pierre n'ait peut-être pas été le résultat d'une catastrophe, mais plutôt un moyen de conservation. En biologie, il arrive que des organismes entrent en hibernation lorsque leur environnement devient défavorable. Il est possible que les arbres puissants aient eux-mêmes activé le processus de minéralisation afin de préserver leur structure jusqu'à des temps plus favorables. C'est précisément pour cette raison que les fossiles sont conservés avec une telle précision. Nous ne voyons pas les restes inanimés d'arbres, mais leurs images figées, attendant leur heure. Cela transforme les chaînes de montagnes en gigantesques organismes endormis qui ont simplement changé de nature, passant de molles à durs.
En regardant les montagnes sous cet angle, le paysage de la planète cesse d'être un simple amas de pierres. C'est un lieu qui sert à la fois de cimetière et de berceau. Nous avons tendance à considérer la vie comme courte et fragile, mais les formes de vie siliceuses ont pu exister pendant des dizaines de milliers d'années. Leur disparition ou leur passage à l'état de repos a complètement bouleversé les règles du jeu. La vie basée sur le carbone, à laquelle nous appartenons, est apparue comme une alternative temporaire, comme un petit arbuste qui pousse à la place d'une forêt brûlée. Nous vivons à l'ombre de ces géants endormis, nous utilisons leurs restes et nous ne réalisons pas que nous faisons partie d'un mécanisme biologique grandiose. De nombreuses constructions mystérieuses de l'Antiquité, telles que les pyramides ou les murs mégalithiques, sont souvent construites à partir de la même pierre que celle que l'on trouve dans ces montagnes étranges. Les anciens constructeurs comprenaient sa capacité à conduire l'énergie. Forts de cette connaissance, ils ont tenté de rétablir la connexion en érigeant des antennes sur les ruines des civilisations anciennes. En fin de compte, le monde recèle de nombreux mystères. Nous avons l'habitude de considérer les pierres comme des objets inanimés. Mais si nous considérons la planète comme un organisme vivant, notre vision change. La disparition des géants a formé un relief unique, et les vallées et les pics peuvent témoigner d'époques d'une ampleur incroyable. La science moderne propose d'utiliser l'érosion comme un outil pour étudier l'histoire. Cependant, cela ne répond pas à la question de la similitude entre les montagnes et les plantes. Les montagnes tabulaires et les colonnes nous obligent à émettre de nouvelles hypothèses. Nous devons encore comprendre l'ampleur réelle du monde végétal du passé. Nous continuons à construire notre vie parmi les monuments anciens. Cependant, la pierre recèle l'échelle de temps où le paysage vibrait d'énergie. La nature a la capacité de se régénérer. Pour l'instant, nous ne pouvons que observer et apprendre de la Terre en lisant son histoire à travers les objets eux-mêmes. La vérité est devant nous. Il suffit d'apprendre à remarquer l'héritage des temps anciens dans une montagne ordinaire. Cette étude n'est qu'un début. Chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension de la valeur des richesses naturelles. La prise de conscience de la structure subtile de la Terre nous amène à repenser notre rapport à l'espace. Des pages inconnues de l'histoire attendent leurs premiers explorateurs.